Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Mélanie de me laisser la parole. Je suis très heureux d'ouvrir avec elle ce premier vendredi de l'inventivité de l'année. Pour vous dire la vérité, c'est Mélanie qui m'a un peu soufflé quand même la thématique pour ce vendredi de l'inventivité. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, donc, c'est co-construire avec les habitants, et c'est une question en réalité qui traverse largement la profession, et même dans les politiques culturelles, sociales, éducatives. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question de savoir comment passer d'un projet qu'on nous, on pense pour les habitants à un projet pensé avec eux. C'est vraiment la question centrale pour moi. Et donc, on a trouvé la collectivité de Castanet-Tolosan qui a fait un choix, on va dire, audacieux, hein, d'hybrider une médiathèque et un centre social pour créer un lieu qui, enfin, pourquoi? Pour moi, ça s'apparente comme être un lieu unique, et donc fait avec les habitants. Et donc, pour nous en parler aujourd'hui, nous avons deux intervenantes, Nadège Picoron-Rey et Madeleine Arribes-Curnade. Alors, je vais rapidement vous les présenter avant de leur laisser la parole. Madeleine est adjointe à la DGA Cohésion sociale, développement éducatif, culturel et sportif pour la ville de Castanet-Tolosan. Elle est également coordinatrice de l'espace vie sociale et future co-directrice de Castagora. Elles vous présenteront leur parcours si elles le souhaitent. Et Nadège est responsable de la lecture publique pour la ville aussi, comme par hasard, de Castanet-Tolosan depuis 2 ans, et elle est également la future co-directrice de Castagora. Je pense que leur intervention va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les coulisses de ce projet, et donc je leur laisse dès à présent la parole. Bonjour tout le monde. Effectivement, donc merci déjà de nous avoir invités à ce vendredi de l'inventivité. Ça nous a permis nous aussi de nous reposer un peu, voilà, sur tout ce qu'on est en train de faire et de vivre en ce moment avec Madeleine. Donc ici, on construisait avec les habitants, c'est bien toute la thématique de Castagora, cette médiathèque centre social. Et je préfère vraiment redire l'angle d'attaque qui est vraiment la concertation dans le cadre de ce vendredi de l'inventivité, parce qu'on s'est vraiment centré sur ça avec Madeleine, parce qu'en effet, il faut pas oublier qu'on est une médiathèque centre social et c'est vraiment tout l'enjeu d'associer et d'hybrider ces deux missions. Et c'est aussi pour ça qu'on présente cela en duo avec Madeleine. Parce que voilà, sans les deux casquettes, on sait qu'on ne pourrait pas arriver à tout ce qu'on est en train de mener aujourd'hui sur le terrain. C'est parti, Madeleine, je te passe la parole. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer cette présentation rapidement par vous présenter le contexte global. Donc, Castanet-Tolosan, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va devenir la ville incontournable de la Haute-Garonne, puisque enfin nous allons avoir une médiathèque et donc une médiathèque centre social. Castanet-Tolosan, c'est une ville de un peu plus de 15 000 habitants, qui est une ville périurbaine située donc à côté de Toulouse. Et donc, c'est une ville qui aujourd'hui n'avait pas donc de médiathèque sur le territoire. Et la volonté donc des élus actuels était de construire un équipement socioculturel qui ébridait totalement les missions donc d'une médiathèque de type troisième lieu et un centre social. On va retrouver également dans cet équipement socioculturel une ludothèque et un café culturel. Comme on le dit souvent, tous les espaces seront médiathèques et tous les espaces seront centre social, pardon. La particularité, c'est qu'on n'aura pas à droite des locaux dédiés au centre social et à gauche des locaux dédiés à la médiathèque. Il y a vraiment une volonté d'hybrider les usages et les équipes. Donc, comme le disait Nadège, on va vraiment centrer notre présentation sur la participation citoyenne qui a été une commande politique très forte dès le démarrage du projet. Donc, on va vous présenter toutes les étapes. Donc, rapidement, donc, vous dire aussi que Castanet-Tolosan, on a mis en place ce projet pour une ouverture bientôt. Donc, on espère ouvrir donc juste avant l'été 2026. Voilà. Je te laisse la parole, Nadège. Pardon. Euh, on teste aussi le lien et la relation à distance.
Voilà, là l'idée c'est vraiment de faire un lieu de proximité qui soutient les envies et les idées des habitants, voilà, sans distinction d'âge. C'est un lieu de vie où chacun pourra venir à la fois, comme vous pouvez le voir, prendre un café, discuter, jouer, lire, se rencontrer, s'informer, emprunter des documents, cuisiner aussi, pratiquer des activités culturelles, artistiques, sportives, qu'on soit seul ou à plusieurs, tout ça, ça sera possible. Et c'est un lieu aussi où l'on pourra également réfléchir ensemble à des problématiques du territoire et tout en proposant aussi des actions. C'est cette idée de prendre une médiathèque type troisième lieu, ça parle à tout le monde, et surtout de d'hybrider ces missions avec les missions d'un centre social. Donc c'est vraiment voilà cette idée d'avoir des espaces d'échange et d'aller beaucoup plus loin dans la notion de participation et de co-construction avec et pour les habitants. On vous a mis un petit plan de la temporalité du projet pour que vous ayez un peu des éléments en tête pendant la présentation. C'est un projet, alors comme le disait Madeleine, il n'y a pas de médiathèque municipale à Castanet. Et ce projet est dans les cartons depuis, on va dire, très longtemps. Et la médiathèque départementale qui nous écoute pourra corroborer mes propos. Donc voilà, là, l'idée a été impulsée par la municipalité en cours. Et à partir de juin 2021, il y a eu vraiment cette idée de commencer à travailler avec un premier groupe projet qui va marquer effectivement cette première étape de concertation. Et vous voyez en fait que le projet de participation est jalonné en même temps que la construction du chantier, que le lancement du PCSES. Voilà, à chaque fois, il y a des étapes de concertation. Vous entendrez parler de chantier participatif tout à l'heure. Tout ça se construit ensemble pour arriver à une ouverture avant l'été 2026. Donc effectivement, il y a cette notion de temporalité longue. Donc là, je vais vous présenter les deux grandes étapes majeures de la concertation. Donc, comme on le disait au démarrage, la commande politique était dès le départ de vraiment penser ce nouvel équipement socioculturel avec les habitants et les associations. Donc, dès le démarrage, il y a eu un groupe projet qui a été mis en place. On vous en détaillera les contours tout à l'heure. Et donc, dès juin 2021, ce groupe projet s'est réuni et on a été accompagné par une association spécialiste de la participation citoyenne qui était Palanca. Donc, avec les habitants et les associations, nous avons co-construit le programme architectural puisqu'il fallait donc construire un nouveau bâtiment qui pouvait donc accueillir cet espace hybride et donc Castagora, un bâtiment de 1200 mètres carrés. Donc, on a fait tout ce travail-là avec Palanca et ensuite, comme on savait que la construction d'un bâtiment, ça prend du temps, les élus ont vraiment souhaité commencer à expérimenter à petite échelle un équipement de proximité. Donc, en parallèle, on a commencé à co-construire un espace de vie sociale qui était donc la préfiguration de la partie centre social et plus largement la préfiguration de Castagora. Donc, en parallèle, on a pu obtenir un bâtiment municipal et donc co-construire avec les habitants cet espace de vie sociale pour commencer donc à expérimenter. Ensuite, on a lancé le concours d'architecture pour déterminer les architectes qui allaient construire ce nouveau bâtiment. Et dans le concours d'architectes, on avait demandé qu'il y ait donc une partie concertation, que les architectes puissent s'associer à une association qui allait également nous accompagner pour porter la participation citoyenne. Et donc, c'est depuis 2023, c'est le bruit de la conversation, une autre association qui nous accompagne sur la partie démocratie participative. En parallèle, on a donc ouvert cet espace de vie sociale dès mai 2023, qui est encore ouvert aujourd'hui et qui progressivement va fermer ses portes quand ouvrira Castagora. On vous a aussi indiqué sur ce document qu'on a été
récompensés par 2 prix de la participation citoyenne, à la fois sur la première partie d'association des habitants au programme architectural et sur la partie gouvernance partagée de l'espace de vie sociale dont on vous parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc depuis mai 2023, on continue cette démarche forte de participation citoyenne avec des groupes projets, des chantiers participatifs, des permanences dans l'espace public, mais tout ça, on le détaillera en suivant. Donc là, on souhaitait vous donner un cadre de la manière dont on a fonctionné. En fait, on est parti du principe que si on veut permettre la participation citoyenne de la diversité des habitants de Castanet, il était indispensable de pouvoir mettre en place différentes modalités d'implication des habitants. Et on s'est beaucoup appuyé sur l'échelle que vous avez sous les yeux d'Ernestin, qui permet en fait d'identifier les différents niveaux de participation citoyenne. Et dès le départ, on était toujours très au clair avec les habitants pour leur indiquer le niveau de participation attendu pour ne pas créer de frustration. Donc, il y a des moments où on a été sur des niveaux d'information, mais ensuite, on est allé plus loin sur des niveaux d'implication, de partenariat, etc., jusqu'à la délégation de pouvoir. On vous présentera un exemple, puisque aujourd'hui, on est donc en gouvernance partagée sur cet équipement municipal. Donc, on est allé du niveau 3 au niveau 8 sur toutes les étapes de la concertation citoyenne. On vous détaille là, du coup, maintenant les différents leviers et les différentes modalités qu'on a utilisées et qu'on utilise aujourd'hui pour justement faire ce lien avec les habitants et de co-construire ensemble. Donc, le premier outil qu'on a mobilisé, c'est ce dont on vous a rapidement parlé, c'est donc les groupes projets. Donc, dès le démarrage, on a fait des groupes projets qui réunissaient des habitants, donc des habitants qui se portaient volontaires pour participer à cette démarche citoyenne et d'autres habitants qui étaient tirés au sort. Et ça, c'est vraiment une modalité très intéressante puisque dans l'évaluation, il y a beaucoup d'habitants qui nous ont dit qu'ils ne se seraient pas sentis légitimes à participer à cette expérience citoyenne s'ils n'avaient pas été tirés au sort. Donc, c'est vrai que cette modalité des volontaires et du tirage au sort, c'est vraiment des choses qu'on recommande puisque pour notre part, ça a vraiment fonctionné. Et donc, ces groupes projets, c'était des ateliers participatifs qui étaient menés donc le soir pour permettre à tous et toutes de venir, des salariés, des personnes retraitées et les associations. Et on a travaillé sur les usages réellement de ce futur équipement socio-culturel. Et à chaque fois, on utilisait des outils participatifs d'intelligence collective pour que chacun puisse se sentir autorisé à prendre la parole et à s'exprimer en petits groupes. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu aussi une association plus globale de toute la population de Castanet, puisque via une plateforme dématérialisée, on a fait voter les habitants qui le souhaitaient pour choisir l'implantation du bâtiment qui allait donc se construire à Castanet. Et donc, il y avait 4 propositions de lieux et donc les habitants ont voté pour l'implantation qui leur semblait la plus pertinente. Donc ça, c'est la première partie importante de concertation où on a donc fait ces 10 rendez-vous. Ensuite, une fois qu'on avait déterminé donc les architectes qui allaient construire le bâtiment, on a de nouveau mis en place des groupes projets pour associer donc toujours pareil les habitants, les associations et étaient également réunis dans ces groupes projets des agents et des élus. Et on a travaillé à la fois sur quels usages dans quels espaces. Les habitants ont également choisi le nom du lieu. Donc, c'est Castagora. Donc, ce lieu va s'appeler Castagora. C'est vraiment issu de 250 propositions d'habitants. Et ensuite, il y a eu un vote de la part des habitants. Et au jugement majoritaire, c'est donc le Castagora qui a été choisi et plébiscité. Et ensuite, on a également travaillé la charte graphique. On a travaillé les chartes d'usage des lieux, puisque ça va être un lieu de vie avec des espaces partagés autour du café et de la cuisine. Donc, on a associé les habitants pour construire les règles d'usage de ces lieux.
On les a associés également à tout ce qui était les objectifs du projet d'établissement de ce futur équipement socio-culturel. Et comme vous le voyez sur la photo, on essaye de trouver à chaque fois des outils comme là la maquette pour rendre vraiment concret et accessible ce travail de concertation. Dans les exemples qu'on peut vous montrer, en fait, qu'on a trouvé assez concrets et que sans cet aspect de concertation, on serait certainement pas arrivé à ces niveaux de réflexion où on est aujourd'hui. L'exemple de l'accueil, en fait, l'accueil avait été proposé, comme vous le voyez sur le plan, avec une banque de prêt, quelque chose de très traditionnel qu'on peut retrouver dans les espaces publics ou en tout cas dans les espaces d'accueil. Et il est vrai que du coup, lors d'un groupe projet, justement, avec les habitants sur le travail des plans avec eux, l'implantation, est ressorti c'est vraiment le sujet de la banque de prêt comme du coup quelque chose qui ne favorisait pas du tout l'accueil, le aller vers, et notamment cette notion d'accueil inconditionnel. Et du coup, par le biais de cette réflexion, en le travaillant aussi avec les architectes, du coup, les habitants ont vraiment souhaité avoir des formes différentes d'accueil. Et comme vous le voyez, du coup, dans le résultat actuel et aujourd'hui, on en arrive à avoir deux espaces différenciés, voire même aujourd'hui, on a exactement 3 formes d'accueil. On a voilà ces tables plus arrondies, beaucoup plus agréables, qui vont être d'ailleurs en bois recyclé. Où du coup, ça va nous permettre vraiment d'avoir un accueil adapté en fonction des personnes qui vont arriver devant nous, qui vont aller vraiment à notre rencontre. On a un espace, voilà, on ne le voit pas totalement sur le plan, mais une table beaucoup plus basse avec voilà des assises beaucoup plus confortables. Et à notre côté, une table vraiment avec des ordinateurs pour faire des inscriptions, vraiment pour différencier les types d'accueil. Et un peu caché sur le plan, on a aussi travaillé avec eux une salle des confidentialités, vraiment un espace où, en fonction des habitants qui vont rentrer dans Castagora, et du coup, on pourra vraiment mettre en place cette notion d'accueil inconditionnel et de pouvoir accompagner les gens calmement, les personnes qui se sentent plus en fragilité parce qu'elles vont rentrer dans un lieu public dans lequel elles ne sont pas forcément légitimes. Donc, toutes ces questions-là sont ressorties et en tout cas, et ont été prises en considération dans la mise en place du projet. Et par ailleurs, c'est vraiment, voilà, on a aussi profité d'un groupe projet pour travailler cette notion de l'accueil. Ça veut dire quoi être accueilli? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par accueil? Qu'est-ce qu'on entend par accueil inconditionnel? C'est vraiment des éléments qui ont permis aussi de redéfinir la notion d'accueil pour les agents qui vont travailler dans ce lieu demain. On a inscrit ces réflexions-là dans le projet d'établissement. On l'a inscrit, vous verrez bien après, parce que ce sont aussi des leviers dans le travail sur le terrain avec les habitants, dans le règlement intérieur. Voilà, l'accueil inconditionnel, ça a été amené aussi par une réflexion avec les habitants. Et pour poursuivre, du coup, comme autre exemple d'outils qui notent l'implication des habitants dans le projet, on participe, voilà, on met en place des chantiers participatifs. Donc depuis 2024, comme le rappelait Madeleine, on a mis en place un chantier des chantiers pour faire vivre aussi le projet de façon plus concrète, on va dire. On est dans le faire, alors que voilà, parfois on est aussi dans la réflexion. Là, on sait qu'on est dans le faire avec les habitants. On a travaillé sur on a fait de la transplantation de haies. Au moment du marquage du chantier, il y a des haies qui ont été enlevées et les habitants ont dit c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir les récupérer, les disposer dans d'autres endroits de la ville. Donc, il y a vraiment eu tout ce travail avec les espaces verts. Donc, vraiment, on travaille aussi la transversalité des services. Ça, c'est aussi un levier, mine de rien, d'appropriation des projets sur une collectivité, de travailler avec d'autres services.
pour aussi mettre en valeur le travail de chacun, parce que un chantier, ce n'est pas que, en tout cas, ou de médiathèque, ce n'est pas que acheter des livres et mettre des livres dans une médiathèque. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là qui est quand même révélatrice des chantiers participatifs. On a aussi travaillé la communication éphémère. Alors, qu'est-ce que c'est ce grand mot? En fait, l'espace de vie sociale l'Escambie est dans un certain quartier de Castanet. Et l'idée, c'est vraiment de faire le trait, de matérialiser vraiment dans la ville, sur les trottoirs, le chemin et le cheminement qu'on devra faire avec les habitants pour aller dans Castagora. Et donc là-dessus, on a travaillé, notamment avec le bruit de la conversation, sur qu'est-ce qui pourrait représenter ce chemin. Donc ça, c'est les habitants qui ont fait des propositions. Voilà, il y a l'emblème de l'oiseau qui est revenu et qui est le symbole de l'Escambie aujourd'hui. Du coup, de le retrouver sur le chemin et d'aller jusqu'à Castagora. On a aussi donc fait un chantier de fresques sur les palissades du chantier. Il y a une photo qui illustre ça, où avec voilà, pour le coup, c'était très varié. C'était un mercredi après-midi. On a peint en fait les usages. On s'est questionné sur qu'est-ce qu'on va peindre sur ces palissades. Les habitants ont dit voilà, on pourra aller sur voilà, donner à voir demain qu'est-ce qu'il y aura dans ce lieu. Et c'est vraiment on a représenté tous les usages possibles, que ça aille du jeu de société, à prendre un café, à faire du bricolage, à lire, à écouter de la musique. Tout ça, c'est vraiment retrouvé, à discuter. Tout ça, c'est vraiment retrouvé, peint aujourd'hui sur les palissades. Et si vous passez dans Castanet, les palissades sont toujours là et tout le monde en prend soin, s'interroge, regarde. Donc, ça permet aussi de pouvoir discuter avec les habitants de ce qui arrive. Et entre autres, on a fait une construction de mobilier dernièrement où, avec l'aide des services techniques, notamment d'un menuisier de la ville, on a accompagné des jeunes sur un chantier, un chantier mobilier. Voilà, du coup, ça se fait avec les associations de Castanet pour l'insertion des jeunes, la découverte d'autres métiers. Et puis, ça permet aussi de mettre en lumière la notion de pair à pair. Je suis bibliothécaire, je suis pas du tout une experte du mobilier, mais j'ai appris à poncer avec des jeunes. Il y a des moins jeunes qui ont été autorisés à visser avec des habitants qui, eux, s'y connaissent en bricolage et en recyclage. C'est vraiment toutes ces valeurs-là, en fait, qui sont très intéressantes à mettre en lumière aujourd'hui. De pas avoir aussi cet esprit, Castagora, ça va être un lieu vivant et un lieu où on a tous envie de se sentir à l'aise et légitime de partager les savoirs. Et la participation, c'est avant tout ça. Et donc, tous ces chantiers, vont dans ce sens. Et pour finir, on est aussi sur un gros chantier d'équipement des livres où dans un espace, c'est un Algeco aujourd'hui, dans lequel on met en avant le circuit du livre, le travail avec les éditeurs, comment on s'approprie tous ces éléments aujourd'hui. Et d'ailleurs est venu des habitants un autre projet qui a été de fabriquer des lettrines pour les bacs pour les enfants en couture. Et on a associé les enfants du classe à ce projet-là et ils seront super contents de les retrouver et de s'approprier le lieu. Demain, on est aussi sur laisser trace demain dans le lieu et s'y retrouver. Ensuite, il y a d'autres, donc ça, ce sont les chantiers participatifs qui courent encore aujourd'hui. Et en même temps, il y a des actions, on va dire, beaucoup plus qui demandent moins de temps aussi sur le terrain, moins d'implication, mais qui sont les actions hors les murs et le aller vert, qui sont d'autres outils de médiation. Et donc, pour compléter, en fait, c'est très important pour nous d'aller à la rencontre de tous les publics parce qu'on sait aujourd'hui que c'est toujours les mêmes personnes qui participent. Quand on lance des dispositifs de participation citoyenne, c'est principalement les femmes d'une certaine tranche d'âge et d'une certaine catégorie socio-professionnelle. Donc, pour nous, il y avait un enjeu majeur, c'était de pouvoir aller dans l'espace public et auprès de nos partenaires
pour vraiment parler du projet et recueillir donc les besoins des habitants sur ce nouveau lieu qui allait ouvrir demain à Castanet. Donc pour cela, on a fait beaucoup d'actions hors les murs. Donc on s'est installé dans l'espace public avec différents supports. Donc par exemple, c'est une des actions qu'on a fait dès le démarrage, c'est qu'on a formé des habitants qui le souhaitaient à des ateliers de cuisine de rue. Et donc, on s'installe devant les écoles, au marché, lors de la distribution des colis alimentaires au secours populaire. Et comme ça, on cuisine des choses très simples et on partage ce qu'on a cuisiné avec les passants. Et en fait, ce support de médiation est très facilitant pour engager la discussion, créer du lien et ensuite donc recueillir la parole des habitants et leur donner aussi envie de participer après à des formes plus formelles de participation citoyenne. Et donc, on a fait comme cela de la cuisine, des jeux de société. On a fait aussi beaucoup d'ateliers vraiment en lien avec les partenaires pour vraiment permettre aux publics les plus fragiles et les plus éloignés de venir vraiment donner leurs avis et participer à cet équipement qui allait ouvrir demain. Donc ça, c'est vraiment un parti pris très fort. Mais si on n'était pas allé dans la rue, avec des outils variés, il y a beaucoup de personnes et d'habitants qui ne seraient jamais venus et qui ne se seraient pas sentis autorisés à venir participer à des ateliers participatifs. Et aujourd'hui encore, il y a des habitants qui se souviennent, qui nous ont croisés à tel moment dans la rue et qui ont créé du lien avec nous et qui ensuite donc se sont sentis à l'aise à participer à des ateliers participatifs. Effectivement, on vit des choses aussi intenses et c'est tout l'intérêt de ce projet, de faire le lien avec des missions d'une médiathèque et d'un centre social. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se sentent aussi éloignées de tout l'aspect culturel, du livre, de la lecture. Et en faisant ces ateliers de aller vers, d'être pendant des distributions de repas, sur des marchés, à raconter des histoires, à se déplacer dans la ville. Effectivement, ça bouscule totalement nos pratiques. Hein. Là-dessus, on est d'accord sur ce principe-là, mais ça apporte, ça apporte tellement de choses et surtout, ça permet de recueillir vraiment les besoins et d'être au plus proche des besoins de la population quand on essaye d'y répondre. Et un des leviers que beaucoup d'entre vous, j'imagine, pratiquent, ça reste les actions de partir en livre. On a passé un été au bord de la piscine. On sait qu'à Castanet, c'est un endroit très vivant. Il y a quand même beaucoup de jeunes, il y a des familles qui viennent. Du coup, on a lu, on est allé sur des serviettes lire des histoires. On a même fait une cuisine de rue où on se rappelle avec Madeleine avoir coupé des fraises et des habitants aussi. Vraiment, les habitants sont aussi des ambassadeurs de ce projet de demain et ils en parlent beaucoup mieux que nous. Le Cairn qu'on vous montre en exemple, c'est une œuvre collective. C'est vraiment, l'idée était de faire un événement, première pierre parce qu'on lançait vraiment la construction, ça se matérialise. Il y a aussi ce besoin de matérialiser les choses ensemble. Et donc, du coup, on a eu un temps collectif où chacun a amené sa pierre à l'édifice. C'est symbolique, c'était très fort. Et et ça permet de créer des événements intergénérationnels importants. Et pareil, les dernières actions qu'on mène en ce moment, c'est les visites de chantier. On a la chance d'être accompagné par des architectes qui ont aussi cette envie d'être au plus proche du terrain et au plus proche des besoins des habitants. Donc c'est là-dessus, on est quand même très aidé parce que tout le monde n'a pas la chance d'ouvrir les portes d'un chantier comme on peut le faire. Et ça se fait aussi en collaboration avec notre service des services techniques qui s'occupent de la gestion du patrimoine bâti. Et on en arrive à des choses extraordinaire qui est déjà de se rendre compte des métiers aussi, de mettre en avant tout ce qui va se passer dedans et les métiers du chantier. Et on en arrive, je disais, à des choses surprenantes comme
les habitants ont décidé de confectionner un repas pour les ouvriers. Voilà, et ça, c'est la marge des possibles que nous apporte ce projet. Ensuite, un autre levier, les commissions citoyennes, avec voilà différents axes qui correspondent vraiment aussi à notre projet d'établissement et à notre manière de fonctionner. On a des commissions citoyennes sur la lecture publique, où là, pour le coup, les inscriptions sont libres, les rendez-vous sont réguliers. Et du coup, c'est aussi là où on fidélise en fait des habitants qui veulent prendre part à ceux, et des habitants et des habitantes qui prennent part au projet. On a, pour vous dire, déconstruit la DIWE pour la rendre vraiment lisible, accessible, claire demain. On fait du choix sur place en librairie. Pareil, la médiathèque départementale nous accueille avec des habitants pour faire des sélections d'ouvrages aujourd'hui. On a beaucoup de sensibilisation au circuit du document. On a expérimenté ensemble le catalogue de recherche en ligne pour voir si les réponses sont pertinentes, pour affiner les critères de recherche. C'est vraiment tout ce qu'on travaille du côté de la lecture publique. On a ces axes aussi là sur la parentalité et les jeux de société. Oui, voilà, l'idée, c'est une autre forme d'association des habitants. C'est que depuis le démarrage du projet, on les associe sur des thématiques qui les concernent. Et donc, on a un groupe constitué de parents sur les questions de parentalité où on échange avec les parents sur leurs besoins de thématiques pour mettre en place des cafés des parents et toutes les actions qu'on propose autour des temps parents-enfants ou grands-parents-enfants. Donc, c'est vraiment l'idée de recueillir leurs besoins pour ensuite mettre en place des actions en adéquation avec les réalités et les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Et on a fait aussi ce travail-là sur les jeux de société. On a pris le temps avec eux de tester beaucoup de jeux de société pour ensuite constituer le fond documentaire, le fond de jeux de société qu'on a actuellement et qu'on aura encore plus demain à Castagora. Donc, c'est toujours dans l'idée de plus on associe les habitants, plus on va être au plus juste de leurs besoins et de leurs envies et pour créer un lieu adapté aux habitants du territoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se nourrit en fait. Il n'y a pas cette notion de savoir acquis et descendant. On se nourrit les uns les autres de nos recherches. Et c'est vraiment ces lieux-là qui sont des instances d'échange. Ensuite, il y a un autre dispositif de participation citoyenne qui est très forte, c'est que depuis le démarrage, on co-construit réellement la programmation des activités. Aujourd'hui, c'est un programme d'activité qui est bimensuel. Demain, à Castagora, ça sera un trimestriel. Mais on souhaite réellement être sur le même format qu'on a expérimenté depuis 2 ans et demi. C'est qu'on construit vraiment avec les habitants. C'est-à-dire qu'on prend un temps d'échange formel avec eux où ils viennent donner leurs idées d'activités qu'ils souhaiteraient et on regarde que c'est une envie, une idée qui est partagée à plusieurs pour qu'il y ait vraiment une volonté collective. Et c'est à ce moment-là aussi où les habitants comprennent aussi que ce n'est pas un lieu de consommation, mais un lieu aussi où ils apportent qui ils sont, leur savoir, s'ils ont des compétences en dessin, etc. Et donc, ils viennent proposer d'animer des temps d'animation. Donc, aujourd'hui, on a 80 activités là, sur notre programmation pendant 2 mois et on a plus de la moitié qui est portée et animée par des bénévoles et des habitants de Castagny. Et on a décidé depuis 2 ans d'aller beaucoup plus loin dans la construction de cette programmation avec les habitants. On associe un binôme d'habitants et on essaye d'avoir une diversité et une représentativité de ce binôme, c'est-à-dire qu'on prend un homme, une femme et on prend des gens plus âgés, des seniors et on essaye de prendre des jeunes ou des jeunes parents. Et en fait, ils nous accompagnent tout au long de la programmation, de la construction de la programmation. En fait, ils voient l'envers du décor, c'est-à-dire ils comprennent pourquoi on met telle action à tel moment. Est-ce que ces actions répondent bien à nos objectifs du projet d'établissement? Et surtout, donc, ça nous permet d'avoir leur regard extérieur et ils peuvent nous apporter beaucoup d'éléments pertinents qui nous permettent donc d'étoffer cette programmation. Et donc, on se rend compte que depuis qu'on le fait, les habitants se comprennent réellement
du coup comment fonctionne l'espace de vie sociale et demain Castagora avec la médiathèque et le centre social. Une autre modalité importante de participation citoyenne, c'est qu'on a eu la commande politique d'aller aussi très loin dans la gouvernance partagée, malgré que ce soit un lieu municipal. Les élus souhaitent demain pour Castagora qu'on puisse avoir des décisions qui soient collectives, à la fois donc bien sûr par les élus, les agents, mais par les associations et par les habitants. Donc aujourd'hui, il y a une instance participative de pilotage qui est constituée donc de 5 élus, 5 associations du territoire, 10 habitants et 5 agents municipaux. Et en fait, toutes les décisions sont prises dans cette instance-là. Toutes les décisions qui sont possibles. On a été clair avec eux. Les décisions qui sont liées au conseil municipal, telles que les ressources humaines et les questions financières, ça, c'est pas possible. Ils n'ont pas de délégation de pouvoir sur ces éléments-là. Par contre, ils ont la possibilité donc de participer à toutes les décisions, toutes les grandes décisions du lieu. Donc, par exemple, c'est lors de cette instance qu'on décide les heures de fermeture des congés estivaux ou pendant la période des fêtes de fin d'année. Donc, toutes les grandes décisions sont prises collectivement et donc les habitants ont la possibilité donc de voter au même titre qu'un élu. Et ce qui est très important, c'est pour qu'il n'y ait pas de dissymétrie de légitimité ou de dissymétrie des savoirs dus au statut entre un élu et un habitant, on a pris le temps de former les habitants et tous ces 20 personnes avec une association là, qui s'appelle La Volte, qui est une association d'éducation populaire. On a formé donc toutes ces personnes sur justement les différentes modalités de prise de décision, le jugement majoritaire, on a testé les prises de décision par consentement pour que chacun puisse se sentir légitime à prendre sa place et à participer donc aux décisions de cet équipement municipal. Et donc dans ce cadre-là, on a eu le prix, c'est ce que je vous parlais rapidement en début de présentation, on a gagné un des prix de la participation citoyenne 2025 pour cette gouvernance partagée. Un autre levier. C'est le dernier. En fait, on s'est aperçu très rapidement que la création de la préfiguration de Castagora créait beaucoup d'inquiétudes auprès des habitants qui s'étaient beaucoup attachés au lieu du fait que ils le disent beaucoup, que c'était un lieu où on est comme à la maison, où on est très associé, on participe, on anime des ateliers, on participe au choix des livres à la médiathèque départementale, etc. Et donc, pour continuer de recueillir la parole des habitants, on a mis en place des podcasts qui s'appellent donc Les Scambiliens. Quand vous aurez le diaporama, vous pourrez, si vous le souhaitez, les écouter, ils sont en ligne. Et donc, ça a vraiment permis un espace d'expression sur les Scambi aujourd'hui, mais surtout sur Castagora, et qui puissent s'exprimer sur qu'est-ce qui leur plaît aujourd'hui sur les Scambi et surtout qu'est-ce qu'ils veulent garder et avoir demain à Castagora. Et on a vu que ça a vraiment permis de libérer la parole et d'accompagner tranquillement au changement et à l'arrivée donc demain de Castagora, parce qu'on passe d'un bâtiment de 150 mètres carrés à 1200 mètres carrés. Et la dernière modalité qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait appel donc à une université qui a mis en place une recherche-action sur la co-construction donc, de l'espace de vie sociale et pour justement mettre en avant les ingrédients qui avaient fonctionné sur la participation citoyenne et pour pouvoir tirer un bilan et mettre en place les mêmes types d'actions pour Castagora. Donc, ça a créé aussi des espaces de dialogue puisqu'il y a eu beaucoup de focus group et des entretiens individuels où les habitants ont pu s'exprimer et ont pu donc continuer à alimenter les réflexions collectives. Alors, on ne vous cache pas que, bien évidemment, on a ces différentes modalités qu'on met en place sur le terrain, mais aussi il y a forcément des écueils et d'ailleurs, en préparant cette présentation, ça nous a permis vraiment de les lister. Aujourd'hui, le choix a été fait d'externaliser en fait via des associations spécialisées dans la concertation et on sait que ça a une limite en fait au lien avec les habitants. On sait qu'en fait, si on a envie d'être dans la finesse de la relation,
en fait, il faut qu'on éprouve ensemble, il faut être sur le terrain en permanence. Et voilà, et ça, en fait, c'est vraiment la limite de la relation d'externaliser par une association. C'est quand même mieux quand c'est porté en interne par voilà, on sait que s'il y a des choix à faire, voilà, on vous orienterait davantage vers l'idée de pouvoir porter ces projets-là vous-même ou via des personnes. Voilà, nous on a quand même la chance aussi d'avoir une personne à la mairie qui s'occupe de la démocratie participative et voilà, là il y a un enjeu majeur. Ensuite, voilà, tendre vers une vraie mixité du public. Ça a été aussi une difficulté, un travers qu'on a vu dès le début et qui s'est petit à petit lissé par l'arrivée du coup de la lecture publique en 2024 et ce qui a permis justement de recréer cette mixité. Et pour nous, c'était un enjeu fort et on sait que c'est aussi, ça se lie, voilà, le lien de confiance, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui arrive, voilà, qui se décrète. Comme je le dis souvent, il faut éprouver ensemble. Et ça passe par du temps sur le terrain, avec voilà tous les publics confondus. Et on arrive aujourd'hui à des choses, voilà, super chouettes. Clairement, et on se le dit, c'est une charge de travail qui est quand même, voilà, colossale. Hein. Voilà, c'est être présent pendant les vacances scolaires, les mercredis, les samedis, les dimanches, le soir. Voilà, pas plus tard que cette semaine, jusqu'à 21h, on était sur le terrain pour faire un gros projet. Et de l'autre côté, l'autre versant, c'est la lassitude des habitants. Vous avez vu, ça a démarré en 2021. Il y a forcément, voilà, il y a cette courbe permanente où, il y a un moment donné, il faut que l'action, elle soit là. Et c'est vrai qu'on a vu un changement de cap quand les travaux, voilà, les premières briques, Castagora a commencé à se monter. On a senti qu'il y avait un nouvel élan chez les habitants. Mais voilà, c'est vrai que de parler tout le temps, de concerter en permanence, voilà, ça peut créer vraiment de la lassitude et du désengagement. Là, on vous a rappelé un peu tous les cadres de la participation. Hein. On sait que le mot est quand même assez galvaudé et qu'on en met à toutes les sauces. Et là-dessus, voilà, il y a vraiment un risque d'instrumentalisation fort qui peut être ressenti par les habitants et qui serait totalement légitime étant donné voilà, qu'on travaille sur les politiques publiques. L'autre frein, c'est l'importance de toujours clarifier le niveau de participation. Ça, Madeleine, elle en a reparlé. Nous, on met vraiment un mot d'ordre à chaque fois qu'on travaille avec des habitants ou qu'on mène des travaux avec eux. On s'oblige à, en préambule, définir le cadre de notre niveau de participation. Ça, c'est primordial pour vraiment aller jusqu'au bout et pas avoir aussi ce sentiment d'instrumentalisation. Voilà, mais quand on dit que voilà, on est sur un niveau de consultation, c'est OK, ils sont au clair avec ça. Et ensuite, les autres travers, comme voilà, les travers d'une forte participation, voilà, remettre toujours la juste distance, rappeler le cadre professionnel, voilà, même si on est dans une aventure commune, même si on partage beaucoup de choses, on reste voilà, dans un cadre professionnel. On l'a évoqué, les risques de dissymétrie de savoir entre les habitants et les élus. Il faut aussi, de ce côté-là, accepter par moment de perdre la main ou comme une espèce de perdre un peu un pouvoir. Et voilà, c'est vrai que sur ça, c'est important de rappeler qu'on est tous sur un même pied d'égalité. Et c'est important aussi d'être formé à ça, et on le verra dans les restes des leviers. Et après, voilà, dans les écueils, de ne pas être formé à la participation citoyenne, ça ne s'apprend pas, hein, ça ne se décrète pas. C'est important d'être formé. Et ensuite, voilà, pour faire le pendant avec tous les leviers, clairement, on est très au clair là-dessus. On a eu la chance, dans ce projet, d'avoir une commande politique forte sur la concertation citoyenne jusqu'à la gouvernance partagée. Ça, on ne s'en cache pas. On a, je vous le disais, au sein de la collectivité, une collègue qui est en charge de la démocratie participative. Pour nous, c'est un appui supplémentaire. On a un cadre de travail de confiance. Nos élus, les directions font confiance aux agents qui sont sur le terrain. Pour ça, on a quand même été, voilà, il y a tout un cheminement derrière. Il y a un plan de formation commun pour les agents avec vraiment des temps spécifiques sur la participation citoyenne, le aller vers, le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas inné pour tout le monde. On a cette chance de partir d'une page blanche.
notamment voilà, dans le recrutement des agents sur cette partie voilà, d'avoir ces notions d'éducation populaire aussi chez les agents de lecture publique. L'expérimentation à petite échelle, on commence effectivement par l'escambie, par cette préfiguration avant d'aller voilà, dans le grand bain. Voilà, on mobilise tous les outils participatifs qui conviennent à tous, différentes formes, on vous les a énumérées et ça c'est très chouette. Et bien évidemment, on a un cadre très formel, le respect des règles d'or, l'écoute attentive, le respect du cadre, la bienveillance, parler avec intention, avec ses valeurs, toujours d'accueil individuel et informel dans chaque moment collectif. On rappelle à chaque fois voilà, les principes de l'intelligence collective. Et nos derniers leviers qui sont quand même majeurs et plus structurants, où je passe la parole, le projet d'établissement. On s'appuie réellement sur le projet d'établissement qui est en cours d'écriture. Et l'idée, c'est vraiment un projet d'établissement où on prend le prisme des droits culturels. Et c'est là où on rejoint vraiment la participation citoyenne. C'est que si on prend le prisme des droits culturels, c'est-à-dire vraiment on part de la culture, des cultures des personnes, il faut qu'on puisse donc garantir l'expression de cette diversité des cultures. Et donc aujourd'hui, notre projet d'établissement, il est axé sur trois grands axes. Donc la partie vivre ensemble, public éloigné, inclusion. Et on a ce deuxième axe, l'axe vert, autour de la citoyenneté et des transitions sociales, écologiques et numériques. Et dans cet axe-là, spécifiquement, la question de la participation citoyenne est majeure, puisqu'on a vraiment des objectifs généraux qui visent à permettre vraiment la participation citoyenne de tous et de toutes, avec cette instance participative de pilotage, avec les commissions citoyennes dont on vous a parlé, la co-construction de la programmation avec les habitants. Donc voilà, ça c'est notre canevas, notre garde-fou, c'est marqué dans le projet d'établissement, ça va passer en conseil municipal et donc ça nous permet de donner un cap et de maintenir cette participation citoyenne forte. Et c'est là où je trouve que ça prend tout son sens d'hybrider une médiathèque centre social. Et ensuite, le deuxième outil aussi, levier qui est fondamental pour nous, et Nadège l'a rappelé, et on a vraiment beaucoup insisté pour que ça soit une co-direction. Donc, on a aussi fait bouger les lignes des institutions qui voulaient une seule directrice et une adjointe. Mais pour nous, ça n'avait pas de sens puisqu'on veut vraiment donc hybrider le centre social et la médiathèque. Donc, ça passait par une codirection et surtout, ça passait par un organigramme transversal comme vous l'avez sous les yeux, un organigramme où on ne fonctionne pas par silo et Nadège le dit souvent par couloir de nage, mais on fonctionne donc par les trois axes que je vous ai rapidement énumérés. Donc, vous avez sur la gauche en vert. Et donc, en fait, dans ces axes-là, on va retrouver les différents agents plutôt identifiés centre social, puisqu'on a tous nos cœurs de métier. Et on va retrouver également donc, des agents lecture publique. Et l'idée, c'est que les gens vont travailler avec ces axes-là et vont donc monter des projets, constituer le fonds documentaire à partir de ces axes-là et ensemble. Donc, par exemple, un accueil de classe, ça sera à la fois un bibliothécaire et à la fois un animateur socioculturel. Et donc, il y aura beaucoup d'activités qui seront donc effectuées en co-animation. Donc, bien sûr, et on a beaucoup rassuré les agents là-dessus, et on en reparlera parce qu'on a la chance de revenir sur les vendredis de l'inventivité. Donc, on ne va pas détailler davantage, mais on a vraiment travaillé pour que cette transversalité, elle soit effective, tout en permettant que chacun garde ses spécificités métiers. Et donc, le gros travail de cet organigramme, c'est aussi de faire du lien très étroit avec les différents services et notamment avec le service culture-animation qui aura aussi toute sa place demain dans Castagora. Et un autre levier, et ça qui pourra parler à beaucoup d'entre vous, et donc qui est vraiment nous on a une convention d'objectifs avec le conseil départemental, et je fais un petit coucou notamment à mon référent et mes anciens collègues s'ils nous écoutent. Du coup, dans un des articles en fait de la convention d'objectifs, de la nouvelle convention d'objectifs,
il y a cette dimension de participation des usagers, des habitants, où il y a forcément un rappel, un préambule qui dit voilà, que la dimension aujourd'hui de la participation des publics, elle s'impose dans les politiques publiques, et les bibliothèques sont vraiment un des leviers forts pour faire vivre cette participation des publics. Et il y a tout un détail sur les engagements de la commune et les engagements du conseil départemental, comme favoriser la réflexion des habitants sur le projet et l'offre de services des bibliothèques, permettre l'implication des habitants dans l'animation, le partage des savoirs et de savoir-faire, accompagner la participation des habitants à la gouvernance du projet de sa structure, et contribuer via la bibliothèque à des démarches de participation des habitants à l'échelle de la commune. Là, on est clairement en plein dedans, et c'est vrai que cette convention est un appui considérable. Voilà, si on prend vraiment le volet médiathèque pur, justement, ça permet de faire un pas de côté et de se saisir vraiment en tant que médiathèque de l'importance du vivre ensemble et d'être un équipement sur un territoire donné aujourd'hui avec les habitants, et pourquoi on y est, pourquoi on est ensemble. Et il y a forcément, avec cette convention d'objectifs côté médiathèque, on a aussi un cadre avec la CAF. Tout à fait, on a un contrat projet qui permet donc d'avoir l'agrément centre social, et surtout nous, ce qu'on a apporté, c'est que oui, il y a un PCSES, oui, il y a un contrat projet, mais par contre on veut un seul projet d'établissement pour que voilà, on soit vraiment une seule entité hybridée et cohérente. Voilà, en attendant Castagora, il y a plein de les projets transversaux qui se mènent avec la culture, cette dynamique qui est installée. Et on vous en dira plus effectivement une fois qu'on aura éprouvé tous ensemble la réalité de l'inauguration et des premiers mois de vie de Castagora. Mais c'est ce qu'on disait, Castagora, c'est le lieu de demain, et en fait, il est déjà construit aujourd'hui. Merci à vous. On va répondre à toutes les questions maintenant. Merci Nadège, merci Madeleine pour cette présentation extrêmement claire, illustrée. Et comme je le disais dans le chat, en effet, on aura la possibilité de vous réentendre en décembre. Je vous ai mis le lien d'inscription. On s'est dit que votre projet était tellement intéressant que ça valait le coup aussi de voir le chemin parcouru pour clôturer les vendredis de l'inventivité au mois de décembre, et que voilà, vous puissiez nous dire si 6 mois après l'ouverture, comment ça se passe en fait, tout simplement. Je me permets là juste pour relater de manière audio, les nombreux applaudissements qui succèdent à cette présentation. J'ai vu plein de clap défiler, donc c'était pour vous dire que visiblement votre présentation a été très largement appréciée. Bon, merci. Merci à tous. Oui. Alors, déjà, il y avait donc la question du replay du document. Donc ça, on s'en occupera dès la semaine prochaine. On mettra en ligne le PowerPoint, le PCSES. Est-ce que vous pourrez nous l'envoyer? Est-ce qu'on peut le mettre en ligne? Oui, bien sûr. Il a été voté en conseil municipal. On pourra vous le transférer sans problème. Donc, c'est parfait. Et vous avez vu que je vous ai mis aussi le lien des vendredis de l'inventivité. Donc, vous avez la page avec tout le programme à venir avec toutes les inscriptions possibles. Et en bas, vous avez tous les replays. Ensuite, question. Il y a eu plusieurs questions sur l'intelligence collective. Il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que ça voulait dire intelligence collective et quels étaient les outils que vous avez utilisés. Donc l'intelligence collective, c'est vraiment le postulat. Nous, à chaque fois qu'on se dit qu'on va faire de la participation citoyenne, c'est qu'on part du principe qu'il y a une égalité des intelligences et que tout le monde, quel qu'il soit, selon sa culture, selon son niveau d'études, a autant à dire que n'importe qui. Et donc l'idée, c'est de laisser la place au savoir de chacun, et notamment ce qu'on appelle les savoirs d'usage. Les habitants, ils sont usagers, donc ils ont une expérience qu'ils peuvent donc nous partager. Et donc, en fait, on crée les conditions
pour qu'il y ait une intelligence collective qui s'opère et que, en fait, toutes les idées individuelles puissent devenir une idée collective et qu'on aille plus loin. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Et on utilise différents outils qui permettent en fait des ateliers collectifs, des petits ateliers pour que chacun donc puisse s'exprimer. Donc c'est des choses assez classiques, mais on fait des World Café, on fait les jeux des boules de neige. Voilà, il y a plein d'outils. Donc ça, nous, c'est vrai qu'on a la chance d'être formés. C'est aussi le cœur de l'animation socioculturelle qui permet donc de créer des espaces pour que chacun puisse s'exprimer. Mais on pourrait partager des outils, mais voilà, on a des outils types qu'on mobilise selon l'objectif recherché des ateliers. Puis, bon, Alors, en tant que oui, pardon. bibliothécaire, je pense que c'est des choses que voilà, vous faites déjà au quotidien. On a rappelé les règles d'or. Voilà, dès qu'on entre en médiathèque, il y a quand même aussi cet accueil, il y a quand même aussi cette notion de confiance. Vous êtes sur le terrain, les gens, vous les voyez quand même voilà, assez régulièrement. Ça va être appelé par des prénoms, ça va être aussi tout le contexte qu'on va mettre autour pour apporter cette intelligence collective qui est primordiale pour permettre des échanges vraiment dans cette notion de pair à pair. En plus de tous les outils. Hein. Alors, Les outils, n'oublions pas que ce ne sont qu'un moyen. Il y a aussi la posture qu'on apporte. on a une question qui nous vient d'Elvie. Alors, pas de médiathèque antérieurement, donc besoin de constituer une équipe en amont. Combien d'agents et quand ont-ils été recrutés? Il n'y a pas effectivement de médiathèque municipale, mais il y a encore, mais elle est ferme en ce moment, une bibliothèque associative à Castanet. Donc, cette idée que le livre existait quand même à Castanet, hein, mais on est d'accord qu'on part d'une feuille blanche et que le côté lecture publique a été aussi apporté en amont du projet, porté par la médiathèque départementale. Et ça, j'en dirai pas plus, mais mes collègues voilà, pourront répondre sur cette question-là. La dimension médiathèque, elle est là depuis le début du projet, donc depuis 2021. Mais la lecture publique est arrivée Il y a 2 ans. il y a 2 ans, ça va faire 2 ans. Là. Mais ça fait 2 ans que je suis arrivée, donc en 2024, en février 2024 Et, exactement. du coup, vous Euh, avez constitué et, une euh, équipe de combien d'agents? et les équipes, on est autour de Il y a aujourd'hui 5 agents en lecture publique. Quoi. Il y a Nadège avec 4 personnes, dont un ludothécaire. Et on sera 4 et demi du côté centre social. Voilà, donc en tout, en fait, on est 9 et on va aussi avoir des gens de culture animation qui vont aussi venir compléter quelquefois les équipes. Alors, je vois Et des animateurs socioculturels qui viendront compléter voilà, sur les animations du samedi et du mercredi après-midi. Comme on a déjà l'espace de vie sociale aujourd'hui, des relais, et on sait l'importance de faire le lien et la transversalité avec les écoles. Alors, la question, je me permets d'y répondre. Qui gère la structure et qui est responsable? Bon, je crois que je l'ai dit en La ouverture, ce sera mairie. vous deux, en fait, ce sera Ah une oui. direction. On me demande si vous passez des conventions avec des bénévoles occasionnels. Je ne sais pas comment vous Alors, fonctionnez avec les bénévoles. effectivement, on en a parlé, ou en tout cas, j'ai pas trop appuyé sur les chantiers participatifs. Oui, on a des conventions, on a écrit une convention bénévole occasionnelle sur vraiment tous les axes possibles et inimaginables dans le cadre de Castagora. Donc on a ça, oui. Et Bien sûr, c'est oui, un vrai levier. Hein. peut-être que cette C'est important. convention pourra mettre le modèle aussi dans les ressources, dans la page. Ouais. Je pense que ça peut intéresser des collègues. Je te Oui, laisse, ça Mélanie. permet vraiment de cadrer. C'est un document qui est passé en conseil municipal et c'est vraiment un document qu'on a aussi co-construit avec le service juridique parce que pour la collectivité aussi, il y a des choses qui étaient vraiment nouvelles. Donc, on est allé chercher le cadre juridique adapté à ce qu'on proposait. Il y a beaucoup de questions sur la D-Way. Mélanie, je te laisse reprendre Oui, la du main. coup, il y a une première question sur déconstruire la DIWE pour rendre plus lisibles les documentaires aux usagers. Quels sont les choix que vous avez faits? On vous accuse aussi avec une touche d'humour de piétiter notre beau Bah, métier. Je sens l'ironie, je sens l'ironie. Et après, même quelqu'un qui demande qu'est-ce que vous appelez exactement sur déconstruire la DIWE.
Et ben bon ben vraiment déconstruire la Dewey, enfin voilà, moi je suis partisane du fait que aujourd'hui ça peut être aussi une entrave au bon fonctionnement et en tout cas ça empêche les comment dire, c'est pas lisible en fait pour toutes et tous. C'est vraiment des codes très spécifiques gardés par des professionnels du métier. Où aujourd'hui, bah, si on a envie vraiment d'en faire un lieu totalement accessible, il faut rendre ça lisible. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les codes en clair. J'invente rien. Il y a plein de bibliothèques qui l'ont travaillé avant nous. Si on, voilà, avec Madeleine, on est quand même beaucoup allé sur le terrain. On est remonté à Paris, on est allé à Lezoux, on est allé à Vaux-en-Velin. Enfin voilà, on a des échos de Rennes. On est allé piocher plein d'informations partout. Effectivement, il y a un exemple de Narbonne. Il y a aussi Carcassonne. Donc en fait, on est allé piocher ces informations-là, notamment sur la Dewey. Et ben du coup, avec les habitants qui étaient volontaires pour travailler, mais comme l'arpentage, on a déchiré la Dewey, on est reparti sur des mots-clés, les mots qui parlent. On a voilà fait des temps de travail sur tout ça. On s'est inspiré vraiment du terrain et voilà, c'est pour rendre tout ça le plus lisible et accessible possible demain. Donc après, il est évident qu'en tant que bibliothécaire, on a fait des choix, on a travaillé des pictogrammes, on a augmenté notre typo pour que ça soit le plus lisible possible. Ben, c'est sûr, on va un peu titiller notre ami Dewey et toute notre notion de catalogage. Concrètement, un exemple, ben, tous ces codes en clair, RP, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça veut rien dire. Ben, roman policier, ça veut dire quelque chose et c'est écrit en plus clair avec un picto. Pour ben, tout ce qui est tout petit, on a pris des pictos vraiment qui symbolisent le tout petit qu'on a travaillé avec les habitants. On a travaillé tous les pictogrammes d'ailleurs avec les habitants, hein, d'un polar, d'un policier. On réfléchit à faire des fonds thématiques aussi dans les romans. Ça, ce sont des choses que j'imagine vous faites déjà. Et pour toute la partie, le volet documentaire, et ça, c'est vraiment notre plus gros travail. Donc, je pense que là, on pourra en parler des heures et des heures. Où, environnement sont des contents. Enfin voilà, environnement sont des contents clairs. Voilà, alimentation, les recettes de la terre à l'assiette, vraiment sont mis tout ensemble avec une logique spécifique. Mais encore une fois, c'est une logique spécifique au lieu. En fait, ça correspond aussi aux valeurs et aux espaces dans le lieu dans lequel on va travailler demain. La parentalité, voilà, il y a bien écrit parentalité sur les codes des documents, grossesse, que sais-je, vie de parents, et ces fonds sont dans les espaces jeunesse. Je complète juste tout ce que tu viens de dire en mettant dans les ressources une intervention pareil qui a été mise en ligne sur la médiathèque du Grand Narbonne et sur cette page-là, parce on avait fait une journée l'année dernière, là, en juin 2025, sur notamment cet aspect. Et du coup, il y a des exemples et le plan de classement qui est décrit avec des tableaux Excel. Voilà, si vous voulez vous plonger On pour a avoir un exemple concret, vous en avez un en ligne à cet endroit-là. Et ça, effectivement, c'est des exemples qu'on peut nous aussi diffuser. On a des grands tableaux. Alors, je vous cache pas qu'on prend beaucoup plus de temps à s'approprier la Dewey. C'est un travail considérable pour les agents aujourd'hui. C'est beaucoup plus. On catalogue pas à la va-vite, hein. Clairement, voilà, ça prend plus de temps que ce qu'on imagine. Mais on sait que bah, pour demain, c'est vraiment quelque chose de gagné. Dans toutes les études statistiques qui montrent que un habitant qui vient en bibliothèque, son premier réflexe, c'est d'aller chercher tout seul et pas de vouloir passer par un agent. Bon, bah, c'est assez clair. Il faut qu'il arrive à garder ce chemin-là. Je crois qu'il y a une question sur justement le lien entre les collections de la bibliothèque départementale et le fait que vous ayez déconstruit la Dewey, l'articulation. Oui, bah, tout à fait. Du coup, c'est notre grande réflexion du moment. Bon, on va essayer au maximum d'être, voilà, on a établi nos collections, jusqu'à combien on pouvait aller en termes d'achat. Notre idée, c'est pas d'aller à la médiathèque départementale pour aller tous les 6 mois récupérer une somme colossale de documents, mais vraiment sur des sujets très ciblés.
Et on espère du coup pouvoir continuer comme ça notre travail où voilà, ça va être des appuis sur la musique, notamment voilà le CD parce que c'est quelque chose sur lequel on aura un vrai manque et là la médiathèque départementale sera en soutien. Et ensuite, et on essaiera de, voilà, d'avoir des sortes de tables thématiques mises en avant et éviter effectivement d'avoir trop de collections dans la médiathèque départementale dans nos fonds, d'être indépendant sur cette partie-là, parce que la médiathèque départementale a tellement d'autres ressources à exploiter que c'est pas forcément de ce côté-là où on ira, on a envie d'aller. Amélie, Oui, de la détective mentale vous dit de faire attention quand même de ne pas laisser tous vos pictos, hein, ça va bien un petit peu la c'est pas participation du l'idée. public, hein. L'inscription sera-t-elle gratuite? Alors, Ah, effectivement, donc ça, on peut vous le dire, l'inscription est gratuite pour tous les Castanéens, Castanéennes de Castanet, bien évidemment. Pour les extérieurs, elle est payante, parce que du coup, on a travaillé aussi à réfléchir à une harmonisation en termes de réseau. Mais par contre, elle sera gratuite pour les ouais. enfants, voilà, pour les enfants de l'extérieur. Moi, j'avais juste une petite On remarque à sait que c'est faire. un levier, hein, la gratuité, hein. Oui, Pardon. j'avais juste une petite remarque à faire. Récemment, j'ai vu une intervention de Raphaël Gilbert à la BPI enfin, qui a essayé de faire la distinction entre l'accueil en bibliothèque et l'hospitalité. Et en fait, je trouve que votre structure, enfin, regardez cette intervention de Raphaël Gilbert, je pense qu'elle vient compléter complètement votre projet et c'est vraiment la synthèse, je pense, de passer de l'accueil à l'hospitalité entre un centre social et une bibliothèque. Cette notion qu'elle a développée, qu'elle a justifiée, argumentée de l'hospitalité, pour moi, était très prenante, un très bon exemple de ce qui devrait être un mélange entre une médiathèque et un centre social. Voilà. C'était dans le cadre des troisièmes rencontres nationales de l'Alliance pour la lecture en septembre dernier à Lyon et je vous ai Voilà. mis le lien dans le chat. Mélanie, non mais Mélanie, forcément, elle le dit beaucoup mieux que moi. Elle vous le situe en plus, elle vous le date et voilà. Vous Non, avez mais raison. Raphaël a fait une autre intervention avec l'ARAL, donc l'Agence régionale du livre d'Auvergne-Rhône-Alpes, hier matin sur le même Mhm. sujet. Et donc, dans le cadre de leur 11-12, vous pourrez aussi le retrouver quand ce sera mis en ligne. effectivement, il est évident que dans la construction de cette hybridité, comme le disait Madeleine, c'est important d'avoir toujours les spécificités des métiers des uns et des autres. Mais effectivement, on a beaucoup travaillé sur le savoir-être, sur ces bases-là, et on partage des valeurs fondamentales collectives du vivre ensemble. Et c'est vrai que les recrutements ont été faits aussi en ce sens-là. Oui, et puis pour compléter, c'est vrai qu'on insiste vraiment sur cet accueil inconditionnel. On a dit plusieurs fois le mot. Il y a vraiment une volonté d'accueillir de manière individuelle les personnes dans leur intégrité. Et donc, vraiment, cette importance de connaître le prénom des personnes et de vraiment avoir un accueil vraiment chaleureux et individualisé. Et ça, c'est en effet porté autant par les équipes du centre social que de la médiathèque. Et c'est ce qui va faire que ça va être un lieu de vie où ils auront envie de s'investir et de s'impliquer.